Alors bonjour, mon nom est Laetitia Cloutier, je suis responsable alimentation et nutrition au CDPQ et je vous présente aujourd'hui la capsule de formation sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'alimentation animale. En production porcine, la principale source de gaz à effet de serre provient de la production des aliments avec plus de 50 %. Donc particulièrement, ce sont les céréales et plus particulièrement le maïs qui est le principal contributeur. Dans un second temps, ce sont les émissions provenant du lisier, ce dernier étant affecté par la valeur nutritionnelle des aliments. Donc, les deux principaux leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre par l'alimentation sont les ingrédients utilisés, donc qui vont venir agir justement sur l'impact des aliments, donc la production des aliments, et la valeur nutritionnelle des aliments qui va venir agir sur la réduction des émissions du lisier. Donc, un élément à avoir en tête, en fait, pendant la présentation, c'est qu'il faut remettre en perspective les différentes catégories d'élevage au niveau de leurs émissions. Donc, comme vous pouvez voir dans la figure, l'engraissement va représenter environ 70 % des GES globales des élevages porcins au Québec, le naisseur 20 % et la pouponnière 10 %. La raison de cette proportion-là, c'est tout d'abord l'influence des têtes produites versus son inventaire. Donc, évidemment, on a moins de truies en inventaire que de porcs en croissance produits dans une année. Et dans un second temps, c'est l'efficacité alimentaire. Donc, évidemment, un porcelain pouponnière a une conversion alimentaire beaucoup plus faible qu'en engraissement. Donc, ça explique aussi pourquoi la pouponnière est beaucoup moins importante là, en proportion que le porc en engrais. Donc, il faut comprendre que les stratégies qui vont affecter l'engraissement vont avoir un plus grand impact là, global au niveau des GES que des stratégies similaires dans les autres catégories d'élevage. Donc, comme mentionné dans l'introduction, une des façons d'affecter les GES par l'alimentation des porcs, c'est en travaillant sur les ingrédients utilisés. Si on revient sur pourquoi, en fait, les ingrédients ont autant d'impact au niveau du bilan des GES de l'élevage, c'est qu'en fait, l'ingrédient vient avec toutes les GES qui ont servi à sa culture. Donc, la fertilisation, le transport, l'entreposage, la transformation, si ça s'applique. Donc, tout ça est inclus dans le bilan du porc parce que c'est le porc, au final, qui consomme cet ingrédient-là en question. Donc, les engrais, semences, le travail au sol, tout ce qui se passe autour de la production en soi de l'ingrédient, puis l'entreposage, puis la transformation, si ça s'applique. Donc, la façon de réduire les GES par l'alimentation, c'est de remplacer les céréales par des sous-produits ou des coproduits d'intérêt. Donc, c'est un sous-produit qui va avoir de moins d'intérêt économique, donc pas n'importe quel sous-produit. Donc, il faut que l'alimentation du porc ne soit pas la raison première ou la raison principale de la culture. Donc, évidemment, un grain qui est cultivé uniquement pour le porc, bien, tout le bilan GES de la fabrication, de la production de ce grain-là est associé au porc. La même chose, par exemple, pour le tourteau de soya, qui demeure quand même le coproduit de plus grand intérêt globalement dans la culture du soya. Lui non plus n'est pas nécessairement, même si c'est un sous-produit, d'intérêt d'un point de vue GES. Donc, si vous avez des exemples, en fait, de d'autres sous-produits qui pourraient être d'intérêt, donc, par exemple, les drèches de maïs issues là, de la production d'éthanol. Donc, on voit que parfois, lorsque la culture de maïs est vraiment destinée à la production d'éthanol, 80 %, près de 80 % qui s'en va, l'intérêt économique est pour l'éthanol. Donc, les drèches de maïs issues de cette production-là, seulement 20 % des GES qui va avoir été produit dans le cadre de ce maïs-là va être associé au porc. Donc là, ça devient intéressant d'intégrer ce genre d'ingrédients-là. De la même façon, par exemple, pour le tourteau de colza, par exemple, qui va être aussi de moindre d'intérêt économique en comparaison avec l'huile de colza qui va aussi chercher un 80 %. Donc ça, c'est des exemples de pourcentage d'allocation économique plus intéressants. Dans tout ça, il faut cependant s'assurer que ce remplacement-là des céréales par des sous-produits n'affectera pas les performances. Donc, parce que si on a une dégradation des performances, on pourrait avoir une perte là, sur notre gain en GES, finalement, qu'on n'ait pas un réel gain global si, au final, le porc consomme plus d'aliments, par exemple. Donc, ça nécessite parfois la combinaison de plusieurs sous-produits pour arriver à quelque chose d'intéressant d'un point de vue environnemental tout en maintenant les performances. Aussi, autre détail, donc, est-ce qu'un ingrédient local va être bon à tous les coups? Donc,
c'est pas nécessairement systématiquement avantageux. Oui, il peut y avoir parfois, évidemment, des avantages à consommer local, mais il faut apporter quand même certaines nuances. Par exemple, le transport par bateau peut être assez avantageux d'un point de vue environnemental si on compare avec des transports équivalents par camion. Aussi, dans cette même perspective-là, l'importation d'ingrédients de certains pays qui ont des meilleures conditions de culture, donc des meilleurs rendements, ça pourrait permettre de réduire les GES plutôt qu'une culture locale dont le rendement est moindre, surtout s'il est amené par bateau, par exemple. Donc, c'est seulement une petite nuance à avoir en tête que globalement, c'est pas systématiquement bon à tout coup. Maintenant, la seconde façon d'affecter les GES peut passer par la valeur des nutriments, la valeur nutritionnelle des aliments, donc qui va venir impacter le lisier comme mentionné. Donc, l'idée ici est de venir augmenter l'efficacité nutritionnelle, l'efficacité alimentaire des porcs. Donc, soit ça passe par les mêmes performances, mais avec moins de nutriments ou d'aliments. Donc, le porc va performer de la même façon, mais on va avoir donné un aliment qui est plus optimisé, qui est plus réduit en certains nutriments. Ou encore, on va viser de meilleures performances, mais avec les mêmes aliments, mêmes nutriments. Donc, vraiment, on ne vient pas nécessairement affecter l'aliment, mais le porc va mieux performer, donc être plus efficace. Donc, dans les deux cas, on va avoir une réduction des rejets en azote qui va s'occasionner. Donc, la baisse de protéines va permettre de réduire les impacts sur les changements climatiques. Comment ça se produit? Je reviens à la mise en contexte que je vous ai mentionnée. Ça va être par la réduction de l'azote dans les lisiers, donc une diminution des émissions de gaz dans les lisiers. Puis aussi, ça peut venir de la modification des ingrédients utilisés. Par exemple, une baisse de protéines parce qu'on a changé des ingrédients, bien, on va baisser les GES. Donc, comme vous pouvez voir sur la figure ici, donc ça démontrait en fait que la baisse de protéines permet là, de réduire l'impact sur les changements climatiques. Maintenant, concrètement, comment on arrive à baisser les rejets en azote et donc en GES? Donc, je vais vous parler de 4 principales stratégies. Donc, soit l'utilisation d'acides aminés de synthèse, l'utilisation d'additifs alimentaires, de jouer sur la granulométrie et la texture des aliments, ou encore d'utiliser des stratégies d'alimentation de précision. Donc, pour débuter, je vais vous parler des acides aminés de synthèse. Donc, l'ajout d'acides aminés de synthèse dans les aliments, donc on vient changer les ingrédients, va permettre de réduire la protéine brute parce qu'on vient vraiment plus précisément répondre aux besoins de chacun des acides aminés là, pour l'alimentation du porc. Donc ça permet de baisser la protéine brute ou matière azotée totale. Puis on voit vraiment qu'on vient évidemment réduire les émissions, les excrétions azotées et les émissions d'ammoniac. En fait, pour une réduction de 1% de protéines, ça permet de réduire l'azote excrété de 8%, ce qui a de l'impact sur une réduction d'oxyde nitreux et de l'ammoniac. Maintenant, pour ce qui touche les additifs alimentaires. Donc, par exemple, on a le premier additif que je peux vous parler, c'est la phytase. Donc, c'est une enzyme qui améliore la digestibilité, qui peut améliorer la digestibilité de la protéine, en plus bien sûr du phosphore. Donc, ça peut permettre de réduire les apports en protéines brutes. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient affecter l'aliment. Donc, en ajoutant la phytase, ça nous permet de réduire un peu la protéine brute directement dans l'aliment, et ce, sans affecter les performances des porcs. Dans un second temps, les acides organiques, par exemple, ce sont des acidifiants qui peuvent d'améliorer la santé digestive. Donc, ça permet d'augmenter l'efficacité alimentaire. Donc, dans ce cas-là, oui, on ajoute un acidifiant, on ne change pas nécessairement la composition nutritionnelle, mais le porc est capable de mieux performer avec le même aliment. Et finalement, au niveau des probiotiques, ça favorise la santé intestinale et les performances de croissance. Donc, on est encore dans une situation semblable aux acides organiques. Donc, on vient améliorer les performances des porcs sans nécessairement affecter la valeur nutritionnelle de l'aliment. Donc, ce qui est quand même important de renoter, comme j'avais mentionné précédemment, c'est que c'est sûr que ces additifs-là sont généralement utilisés principalement en pouponnière. Donc, c'est des stratégies qui sont appliquées en pouponnière, il faut quand même comprendre que c'est des gains qui peuvent demeurer assez modestes. C'est seulement en pouponnière. Donc, si on est en engraissement, ben, on a un potentiel gain plus important. Là. Donc, il faut juste relativiser un peu l'impact de ces éléments-là, mais ça a quand même le potentiel là, de réduire quelque peu les GES. Maintenant, au niveau de la granulométrie et texture des aliments. Donc, tout d'abord, la granulométrie, en fait, c'est la taille des particules. Donc, c'est
lorsqu'on utilise des ingrédients, on les broie, puis après ça, soit on les cuve ou non, mais c'est la taille des particules là, des ingrédients. Donc, ce qu'on sait, en fait, c'est que plus on va avoir une taille de particules qui est petite, plus c'est digestible pour l'aliment. Donc, on peut à la fois affecter la composition nutritionnelle, mais aussi améliorer la digestibilité, donc même affecter les performances du porc. Cependant, il faut faire attention, donc de ne pas aller vers une granulométrie trop petite parce qu'on peut avoir d'autres problèmes, comme des problèmes d'ulcères. Mais là, il y a quand même un potentiel d'améliorer la digestibilité, là, entre autres, là, par la granulométrie. Au niveau de la texture maintenant, donc la granulation, non. Donc la granulation, en fait, c'est une technique hydrothermale pouvant améliorer l'appétence, réduire le gaspillage et modifier les structures de l'amidon. Ce qui fait en fait une technique là, qui peut améliorer, là, entre autres, l'efficacité alimentaire là, chez le porc. Donc comme on peut voir dans le tableau de cette étude-là, donc on a bien vu une amélioration de l'efficacité alimentaire autant en pouponnière, mais même en engraissement. Donc, du cuvage. Donc, ça peut être une stratégie intéressante là, à adopter là, pour permettre de réduire les GES dans l'élevage. Donc, maintenant, pour la dernière stratégie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les stratégies d'alimentation de précision. Donc, l'alimentation de précision, ça consiste à utiliser deux aliments, un riche et un pauvre en nutriments, que l'on mélange en différentes proportions afin de suivre les besoins nutritionnels d'un groupe ou d'un individu de façon journalière. Donc, je vais revenir sur le tableau, mais grosso modo, on peut varier, dépendamment des stratégies adoptées dans quelle section, entre 10 à 30 là, des rejets azotés peuvent être réduits. Donc, ici, pour bien imager en fait comment c'est possible, donc vous avez une figure de l'évolution du besoin nutritionnel de porc en engraissement individuel, donc toutes les lignes de couleur, et la ligne en escalier rouge représente les phases alimentaires classiques en engraissement, par exemple. Donc, on voit en fait que la plupart des porcs sont suralimentés avec une alimentation classique. Donc, l'alimentation de précision permet de réduire de façon significative, en fait, les nutriments donnés en excès, donc la protéine donnée en excès. De la même façon, par contre, un élevage, par exemple, qui a deux phases d'engraissement et qui passerait à 3, 4 ou 5 aurait également un gain au niveau de la protéine. Donc oui, il y a l'alimentation de précision individualisée, mais l'augmentation d'un nombre de phases aussi dans un engraissement va améliorer aussi globalement les GES de l'élevage. De la même façon, même chez la frue en lactation, il peut y avoir un gain qui se fait au niveau de la réduction des nutriments donnés en excès. Donc, particulièrement, ici, bon, la masse bleue étant l'apport conventionnel d'un aliment en lactation, puis chacune des lignes étant la moyenne de besoins par parité. Donc, on peut voir que pour les truites plus âgées, donc de parité plus élevée, vont être en excès là, à partir d'un certain moment dans la lactation. Donc, il y a un gain qu'on peut faire même en lactation. Donc, si on y revient, chez le porc en engrais, où est-ce qu'on fait l'alimentation vraiment individualisée, on pourrait avoir un gain sur les rejets azotés de l'ordre de 30 %. Donc, considérant que c'est une des sections, une des catégories d'élevage qui a le plus de potentiel au niveau de la réduction des GES, on est vraiment sur une stratégie intéressante. Ensuite, au niveau de la pouponnière ou de l'engraissement, où est-ce qu'on peut faire de l'alimentation de précision par parc, donc comme vous pouvez voir sur les images, on est de l'ordre de 10 à 13 % là, de potentiel qu'on peut réduire au niveau des rejets azotés. Chez la truie en lactation, on est à l'ordre de 20 % et chez la truie en gestation, on est de l'ordre de 11 %. Finalement, pour ce qui est en fait du méthane, on a parlé davantage de l'azote, l'acide nitreux. Donc, qu'est-ce qu'il y en est du méthane pour le porc? En fait, il faut seulement remettre en perspective que le porc, en fait, excrète relativement peu de méthane. Globalement, ça représente 6 % de son bilan global d'émissions. Donc, cependant, bon, qu'est-ce qui peut quand même affecter le méthane? En fait, c'est la consommation de fibres. Donc, de faire attention simplement à l'augmentation des fibres qui sont fermentescibles, qui peut augmenter les émissions de méthane là, avec certains ingrédients. Donc, en conclusion, si on revient, on avait deux principaux leviers. Le premier était de travailler sur les ingrédients utilisés. Donc, c'est vraiment ce qui a potentiellement le plus d'impact. Donc, ça consiste à remplacer les céréales par des sous-produits d'intérêt. Donc, généralement, un sous-produit d'intérêt va être un sous-produit dont le but premier n'est pas d'alimenter le porc.
Aussi, de faire attention que ce produit ne doit pas affecter négativement les performances. Donc, si on fait un remplacement, ça doit se faire à performance égale, car sinon, on peut avoir un effet négatif sur le bilan GES là, par la suite. Ensuite, le second levier était de venir affecter la valeur nutritionnelle des aliments. Donc, plus spécifiquement, de viser à réduire la protéine excrétée, donc les rejets en azote. Et on le faisait principalement en affectant positivement l'efficacité alimentaire. Donc, soit par une réduction vraiment de la protéine brute à même l'ingrédient, donc les aliments, ou encore en favorisant de meilleures performances du porc, là, une meilleure santé digestive, par exemple. Donc, dans les deux cas, on va venir améliorer l'efficacité alimentaire et donc réduire les rejets en azote. Aussi, dernier élément, c'est il faut comprendre en fait que l'amélioration des émissions de GES par l'alimentation animale, on a déjà fait énormément de gains dans les dernières années. Donc, ça dépend vraiment de où on part. Puis, on est rendu assez efficace, là, il faut le concevoir quand même. Donc, par exemple, un engraissement qui a déjà des aliments cubés, 5 phases d'alimentation, a d'excellentes performances en termes de conversion alimentaire, ben, il demeure relativement peu de place pour améliorer par la valeur nutritionnelle. Donc, sinon, c'est par l'alimentation de précision qu'il pourrait y avoir peut-être un gain additionnel là, ou l'utilisation de davantage d'acides aminés de synthèse. Mais il demeure toutefois que les ingrédients utilisés demeurent un élément vraiment important. Donc, merci aux collaborateurs pour leur contribution.